Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. 20 jours après le conflit israélo-palestinien, le bilan humain continue de s'alourdir. 7326 morts à Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Quelles seront alors les conséquences économiques de ce conflit? Pour en parler, je suis avec Michel Rumi, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP Europe. Michel Rumi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Depuis le début du conflit, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'interrogent sur l'impact que peut avoir ce conflit sur une économie mondiale déjà confrontée à son rythme de croissance le plus faible depuis des décennies. Alors, première question, quelles sont les régions les plus touchées par ce conflit alors ? Alors déjà, avec ce conflit, c'est un nouveau risque qui apparaît au niveau mondial. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le risque majeur est un risque géopolitique, c'est-à-dire l'extension du conflit à toute la région, c'est-à-dire au Golfe Persique. Et en quoi est-ce un risque? C'est que cette région regorge à peu près de 40% de la production mondiale de pétrole. Et donc, dès lors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec ce conflit, eh bien, ceci a des conséquences dans de multiples pays. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien voir et qui est souvent occulté au niveau du conflit, c'est que la mondialisation fait qu'aujourd'hui, tout le monde dépend du pétrole. Et donc, on oublie cet aspect, on essaye de le localiser régionalement et en fait, c'est beaucoup plus large. Et donc, l'impact sur l'économie mondiale va dépendre de la durée du conflit et surtout de l'amplitude. Ceci dit, maintenant, toutes les régions vont être plus ou moins impactées, mais l'idée est de savoir à quel degré. Alors, bien sûr, ce qu'il faut bien voir, c'est que dès lors qu'il y a une crise, ceux qui sont plus pauvres deviennent plus pauvres, et ceux qui sont plus riches ont la possibilité de devenir plus riches. Et donc, parmi les plus pauvres, il y a le continent africain, notamment, qui est touché avec, notamment, c'est l'Afrique du Nord, mais aussi un peu le Moyen-Orient, dans la mesure où les marges de manœuvre en termes budgétaires sont un peu faibles et qui sont déjà touchées par la guerre au Soudan. Déjà. Donc ça pose un type de ce problème. Et déjà, on pense, avant même déjà le conflit entre Israël et Hamas, eh bien que la croissance dans cette région allait être inférieure à la croissance mondiale. Deuxième chose également, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est concernant l'Asie. L'Asie, en fait, c'est que l'internationalisation des métiers, de certains métiers, eh bien, explique un peu la réaction des pays face à ce conflit. Par exemple, et je prendrai la Thaïlande, par exemple, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a à peu près 30 000 Thaïlandais qui travaillent en Israël, et la Thaïlande, c'est le premier pays, on va dire, de tourisme de la population israélienne. Donc, elle a eu une position neutre dans ce cas-là. Mais ce qui, moi, me change un peu, c'est que ce conflit, en fait, l'attaque du 7 octobre et qui se poursuit, fait que le projet de corridor qui devait rejoindre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe, eh bien, est suspendu. Et sa suspension permet en fait à la Chine de démontrer sa constance et sa fiabilité en tant que partenaire économique et géopolitique. Également aussi, en Europe, et tous les pays occidentaux vont être plus ou moins impactés sur sur ce conflit à divers degrés, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'économie n'aime pas, je dirais, les tensions et tous les conflits qui peuvent arriver. Et la Chine alors ? La Chine, elle va être, elle dépend notamment de sa production, du moins de ses relations avec l'Iran. Puisque l'Iran fournit une grande majorité du pétrole chinois, donc elle est sensible, elle est à l'écoute de ce qui se passe. Et les derniers événements qui peuvent se passer, c'est que si l'Iran venait à rentrer dans le conflit, soit directement, soit indirectement, si Israël attaque l'Iran, eh bien, aura vraisemblablement des conséquences, dans la mesure où l'Iran, à ce jour, en fait, parce que dans le marché pétrolier récemment, la Russie et l'Arabie Saoudite avaient réduit leur production, ça a donné la possibilité à l'Iran de produire un peu plus, à peu près de 4% de plus. Et aujourd'hui, eh bien, l'Iran, je dirais, produit à peu près 12% de la production mondiale. Et donc, à subvenir, et bien sûr là on rentre dans les hypothèses et dans les supposés, à supposer que Israël attaque les champs pétroliers de l'Iran, ça peut, on va dire, non pas s'enflammer parce que c'est un mauvais jeu de mots, mais l'idée pourrait dire que ça impacterait l'offre de pétrole et donc ça pourrait augmenter le prix du baril avec toutes les conséquences que ça peut amener. Alors,
À ma connaissance, la Chine se fournit en fait beaucoup au Moyen-Orient, mais aussi depuis un certain nombre d'années auprès de la Russie et d'un certain nombre de pays d'Asie centrale, par exemple. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait dire que même si l'Iran est touché dans un certain nombre de mois par ce conflit, la Chine sera plus ou moins protégée par le fait qu'elle se fournit beaucoup en pétrole auprès de la Russie et d'un certain nombre de pays voisins de la Russie. Alors tout à fait, elle serait protégée, mais on ne connaît pas non plus l'intensité, on va dire, et on sort du débat économique et on rentre dans le débat géopolitique. Par exemple, la Russie aujourd'hui a reçu des représentants du Hamas pour essayer d'être un médiateur au niveau dans ce conflit. Donc c'est un nouveau rôle, mais bien sûr, à supposer que la région le conflit reste limité à la région, bien sûr que dans une certaine mesure, elle serait approvisionnée, mais elle serait quand même impactée plus ou moins, mais moins que d'autres pays et qui en dépendent grandement. Et c'est ce qui peut poser le problème, c'est qu'aujourd'hui, toute cette région détient un énorme, je dirais, réservoir. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi également dans le pétrole, c'est qu'on ne peut pas augmenter rapidement la production parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ça met du temps à créer des investissements et que ça soit rentable. Et donc, ça prend du temps. Donc, on risque d'avoir à ce moment-là un grand choc, comme il s'est passé il y a à peu près 50 ans, avec le premier choc pétrolier, où le prix du baril de pétrole a été multiplié par 4. C'est-à-dire, en un an, on a eu une hausse de 300%. Donc, c'est énorme, mais l'idée est qu'il faut voir non plus, ce qu'il faut voir, quelles sont les régions qui sont, on va dire, est-ce que les régions, que ce soit la Russie ou l'Azerbaïdjan ou d'autres pays, on va dire, proches de la Russie, qui fournissent, ne rentrent pas dans le conflit inopinément ou différemment. Et là, ça peut on va dire, sanctuariser l'approvisionnement de la Chine. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, l'Iran se trouve dans cette région ainsi que d'autres gros producteurs de pétrole. Et bien, dans ce cas-là, est-ce que ceux-ci vont sortir gagnants de ce conflit sur le plan financier du fait de la hausse des prix du pétrole? Alors, je dirais oui, parce que, première des choses, parmi les plus gros pays producteurs, nous avons la Russie, mais également aussi l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a besoin, on va dire, de capitaux pour financer son grand projet de ville intelligente, NEOM. Et donc, ça consomme, on va dire, des capitaux, elle a besoin. Donc, au début du conflit, l'Arabie Saoudite a dit « je continuerai à produire ». Après, je ne sais pas si elle va réduire, après ça revient dans un domaine très géopolitique, ou est-ce que les partenaires vont vite, on va dire, les partenaires, j'entends, les parties prenantes trouvent un accord, ou il y a une situation au niveau international, ou est-ce que concrètement on rentre dans vraiment une rupture, et là d'un seul coup, on peut prendre des décisions radicales vis-à-vis de l'approvisionnement en pétrole. Donc bien sûr, on va supposer que, je suppose que les prix du pétrole vont augmenter progressivement. On n'aura pas forcément une hausse. Aujourd'hui, le prix du pétrole est à combien de dollars? Là, je n'ai pas encore regardé. Oui, il est aux alentours de 80-85. 80-85. Voilà. Et le plus haut niveau, c'était, je me souviens, il y a quelques années, à 140, je crois. Oui, mais après, la question c'était au niveau de, je crois que c'était 2008 de tête, mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'avoir une montée du pétrole comme une falaise, mais plutôt une hausse toujours modérée, mais toujours en hausse. C'est-à-dire que progressivement. Et là... Pour quelle raison alors ? Parce qu'aujourd'hui, on essaye, du moins l'ensemble des pays essayent de diversifier, quel qu'il soit, leur approvisionnement et ne pas dépendre d'une seule... Comme la France d'ailleurs. Tout à fait. Comme la Chine. Non, mais tout à fait. Aujourd'hui, c'est une des leçons de la crise du pétrole, c'est qu'on a dit il ne faut surtout pas dépendre d'une seule source. Donc, éventuellement, même si on a de faibles rapports avec d'autres pays, on essaye de diversifier pour limiter les risques. Il n'empêche qu'avant de trouver des énergies de substitution, on va dire ça comme ça, beaucoup de pays dépendent encore du pétrole, dont la Chine. Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario, on va dire, extrême? C'est-à-dire que le conflit s'étend
Oui. à tout le Moyen-Orient, de telle sorte que des groupes extrémistes envisagent de détruire des champs pétroliers en Iran ou en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on pourrait imaginer un tel scénario? Est-ce que c'est envisageable? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors, le fait que les champs pétroliers soient attaqués par on va dire des partis extrémistes, c'est difficile. Par contre, qu'ils soient attaqués en réponse sur le terrain, c'est-à-dire soit par Israël, soit par les États-Unis, soit par d'autres, on va dire une coalition, on va dire occidentale, ça peut se faire, mais ça voudrait dire que ça serait majoritairement ciblé avec l'Iran, qui est plutôt désigné comme le Satan, mais pas forcément avec le Qatar ou avec l'Arabie Saoudite. Donc là aussi, ça pose un jeu important, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis sont fortement dépendants du pétrole et que l'Occident également pour leur croissance. Donc ça voudrait dire que d'un seul coup, on rentre dans une profonde crise économique. Alors, scénario extrême, c'est une gradation. En fait, qui peuvent se passer, c'est que, par exemple, on voit que certains missiles sont envoyés déjà depuis le Yémen. Donc on pourrait très bien dire que Israël puisse lancer là-bas, ou ses alliés au sens large. Donc là aussi, la Méditerranée risque de devenir très sensible, d'autant plus qu'à côté, il ne faut pas oublier, nous avons l'Ukraine, la crise entre l'Ukraine et la Russie, et la Méditerranée risque, risque, on va dire, au niveau oriental de la Méditerranée, risque de développer, d'être très compliqué. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, eh bien, toute cette région, on ne pourra pas, non seulement pour des vols d'aviation civile, je dirais, on est obligé de faire des grands détours. Et la grande difficulté, c'est que ça consomme encore plus de pétrole que les compagnies occidentales n'ont pas, ou d'autres. Donc là aussi, ça pose ce type de problème. C'est que personne n'a y gagné à l'extension on va dire, du conflit, mais on ne faut pas dire il n'y aura pas, parce qu'on ne maîtrise pas toutes les cartes. Parce que le terrain, il y a deux visions qui sont très strictes. Et la grande difficulté pour moi dans ce conflit, c'est qu'un jour on y arrivera. Mais qui va discuter ensemble? Qui va représenter Israël et qui va représenter les Palestiniens? Et là, ça pose encore d'autres problèmes. C'est difficile à dire, d'autant plus que depuis quelques jours, le secrétaire général de l'ONU a appelé un cessez-le-feu. Et ce qui a provoqué la colère du représentant à l'ONU d'Israël. Alors, ça veut dire qu'on ne voit pas de cessez-le-feu dans les jours à venir. Oui, alors, pas de cessez-le-feu. La question qui va se poser, c'est, d'une certaine manière, le droit international fait qu'un pays a le droit de se défendre. La difficulté, c'est comme toute chose, est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui est apparu en premier? Et je ne rentre pas dans ce débat qui est très complexe. Mais la question qui se pose, c'est que, incidemment, quand le président de l'ONU a dit, le secrétaire général de l'ONU a dit oui, c'est en quelque sorte la conséquence des conditions de vie, sur ce, ça peut élever. Donc la question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a une volonté au niveau international de stabiliser à ce moment-là la région? Parce qu'il faut, en toute objectivité, il faut bien rendre compte que la bande de Gaza a reçu énormément de fonds et qui ne sont pas pour autant développés. Donc c'est de se dire que ces fonds ont été utilisés on va dire, à armer. La question qu'il faudrait, c'est que cet argent qu'on va donner pour reconstruire et développer l'économie soit vraiment tracé pour dire oui, c'est pour construire des ports, pour construire des activités. Et là, ça pourrait être, on va dire, un chemin. Donc la question qui va se poser à moyen terme, et j'espère le plus tôt possible, parce que c'est toujours dommage d'assister à des drames, l'idée est qu'aujourd'hui, il convient que les intelligences priment sur l'aspect, on va dire, guerrier de l'homme, on va dire. C'est-à-dire qu'on essaye de dire, je fais des efforts, je sais que tu as blessé ma famille, j'ai blessé ta famille. Allons et cessons de nous bagarrer et essayons de trouver des choses. Parce que imaginez les fonds qu'on peut mettre en place associés avec les zones de pétrole, ça aurait été une zone de forte croissance. Alors, à part un éventuel choc pétrolier, quels sont les autres types d'impacts économiques de ce conflit?
Alors, ici, sur la région, l'économie, elle est très large. Par exemple, je prends Israël, qui est connu pour être une start-up nation, elle va avoir un ralentissement de cette activité. Donc, ici ou là, il y a peut-être le secteur de toute on va dire, la cybersécurité, tout ce qui est informatique, risque d'être impacté par cet aspect-là. Également aussi, on peut voir, il y a le pétrole qui joue un rôle fondamental. Il ne faut pas oublier qu'en dépit de cette diversification d'approvisionnement, les pays développés dépendent énormément du pétrole. Donc, puis surtout, c'est un aspect qu'on ne voit pas beaucoup, c'est que ça complique encore plus l'approvisionnement on va dire, des alimentaires. Parce qu'auparavant, il y avait plus ou moins des transports par bateau qui venaient d'Ukraine et de Russie pour alimenter l'Afrique. Et si la zone n'est pas sécurisée, ça veut dire qu'il y a un effet de second tour au niveau de l'Égypte et du Maghreb là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a le petit cercle, le grand cercle et le très grand cercle. Et je crains qu'il y ait comme un phénomène d'onde dans l'eau, c'est-à-dire qu'au début on est très fort, puis ça va s'amoindrir. Mais tout le monde sera touché par ce conflit à différents niveaux. Aucun pays ne sera épargné. Exactement, exactement, parce que aujourd'hui on dépend du pétrole ou des relations géopolitiques, ou ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas de faire un parallèle, mais quand même, il faut bien voir, c'est qu'Israël est très développé dans l'informatique, dans l'industrie informatique, et ça a des impacts sur le monde occidental et partout, et le Moyen-Orient détient le pétrole. Donc vous avez ici deux sources, on va dire, de croissance qui sont perturbées. Et là, ça peut poser des problèmes au niveau de la croissance mondiale, et en même temps, on va dire, du développement de l'économie. Et surtout, moi, je pense aux autres pays qui sont lointains et qui dépendaient de cette région au sens large, c'est-à-dire notamment l'Europe orientale et le Moyen-Orient. Alors, à partir de quand les pays seront moins dépendants du pétrole, à votre avis? Là, j'ouvre une parenthèse. Moins dépendants du pétrole, la grande difficulté, c'est... D'abord, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Est-ce qu'on a vraiment pensez au développement d'énergie nouvelle, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'il convient, par exemple, de dire que c'est l'occasion de dire on vient de s'apercevoir qu'on dépend fortement du pétrole. Et là, eh bien, il va falloir faire des efforts. C'est-à-dire qu'on part à zéro, c'est-à-dire une baisse de la croissance avec d'autres problèmes. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que si on n'a pas de croissance, si on aura des tensions sociales, avec des personnes qui risquent d'avoir des difficultés à vivre. Mais il faut avoir une stratégie, on va dire, de moyen terme, c'est-à-dire de dire, et surtout, et on arrive toujours à la même question, c'est comment financer cette transition. Et la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas d'argent, du moins les pays occidentaux n'ont pas d'argent, et les autres pays ont aussi des difficultés de cette nature. Donc, à combien de temps? Alors, je vais dire 2035, si rien ne se passe d'ici là, mais on pourra se revoir et je pourrai reculer la limite. On n'a pas la boule de cristal, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, quelles sont les conséquences ou quelles seront les conséquences sur les importations et les exportations au niveau mondial, alors? En fait, la question qui va se poser, c'est à quel niveau le pétrole va se situer. On revient toujours au pétrole. Tout à fait, parce que, comme je dis, on est dans un système mondialisé. Et tout le monde dépend de tout le monde, d'une certaine manière. Donc, par exemple, je peux faire des exportations, ne serait-ce que par bateau de Chine, souhaitons en Afrique, ça va se faire par bateau, mais il faut acheter le pétrole. Donc, également, je veux faire on va dire, par l'avion également. Donc, en fait, le pétrole est important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il s'avère que je crois que si le pétrole, le prix du baril de pétrole augmente de 10 $, mais durablement, eh bien, la croissance mondiale serait affectée de 0,5% à peu près. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est aujourd'hui, c'est la durée du conflit qui est en jeu. C'est-à-dire, d'une part, il y aura des drames humains, mais au point de vue économique, c'est cette volonté. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une volonté de toutes les parties en premier et aux alentours, ceux qui soutiennent chacun des deux belligérants,
de dire, bon, maintenant, on va s'arrêter, on va essayer de discuter, et c'est là la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il y ait vraiment une volonté je dirais, de dire, il faut débattre. C'est arrivé à un arrêt de ces conflits. Parce que je pense que là, on est sous les coups de l'émotion, mais quand on va voir l'étendue on va concrètement voir un peu ce qui s'est passé, eh bien, il y aura un deuxième effet qui est émotionnel, et ça peut aller très loin. Est-ce que ce conflit a déjà freiné les investissements au niveau international? Oh oui, tout à fait. Indéniablement. Pourquoi? Parce que le monde des affaires a horreur des incertitudes. Les risques, il sait les gérer, mais depuis, on va dire, à peu près 3-4 ans, le monde des affaires a eu la crise du Covid, il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Là, il y a un nouveau conflit qui est d'ordre, il n'est pas mineur, il est majeur. Et donc, si on se met à la place d'un chef d'entreprise, on se dit, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'incertitudes et souvent, il y a aussi associé à beaucoup de désespoir, parce qu'on ne voit pas les crises se terminer. Et le désespoir, eh bien, ça se traduit par moins de croissance. On n'a pas envie de consommer, on n'a pas envie de faire pas mal de choses, et ça peut impliquer rentrer plus profondément dans une crise majeure, récession vraisemblablement, parce qu'en même temps, il y a la lutte contre l'inflation. Mais aujourd'hui, le monde est en train de basculer. Donc, après la guerre en Ukraine, ou plutôt en parallèle la crise en Ukraine, là, on assiste au conflit qui devient de plus en plus violent entre Israël et la Palestine. Est-ce qu'on pourrait dire d'ores et déjà que dans les 2 ou 3 ans à venir, on ne verra pas, on ne va pas assister à une amélioration au niveau de la croissance mondiale? C'est parti pour 2, 3 ou 4 ans. Je signe pour 2, 3, 4 ans, dans la mesure où il faut bien voir, on est à près de 600 jours entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça devait être rapide, ça dure plus longtemps que prévu, donc ça nécessite des fonds, ça traumatise des populations, ça perturbe l'économie. Et en même temps, ce sont 2 pays, on va dire, qui étaient importants pour l'économie, aussi bien en termes de céréales et en termes de pétrole. Là, on voit un autre conflit régional, où on va avoir le pétrole associé, on va dire, à un écosystème informatique. Donc on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, l'économie, ou du moins le monde, rentre dans des conflits régionaux, mais qui sont reliés un peu, mais on n'a pas une guerre mondiale au sens... Et c'est ça qu'il convient de bien saisir. Et là, ça pose un problème, parce que ça entretient les incertitudes, et donc c'est pas bon pour la croissance. Pour avoir la croissance, il faut être en confiance, et on va plutôt dans un désespoir, beaucoup plus que dans une confiance dans l'avenir.